Bonjour, nous allons faire une troisième partie à ces conversations sur le nom et la classification des cardiopathies congénitales avec les formes analogues, les forces hémodynamiques et la croissance du système cardiovasculaire avec quelques exemples. Et j'ai mis en exergue cette citation de Kepler qui dit que j'aime par-dessus tout les analogies. Elles sont mes maîtres les plus fidèles ou mes pédagogues les plus fidèles et elles révèlent ou elles témoignent de tous les mystères de la nature. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Je ne pense pas que le bouchon soit poussé déjà trop loin. Et je vais essayer de discuter de ce qu'on appelle la forme, c'est-à-dire les propriétés géométriques d'un objet ou d'une structure du cœur, qui sont théoriquement invariantes avec une rotation, une translation ou un changement d'échelle. Puis nous verrons comment la croissance, et en particulier la croissance sous l'influence des forces hémodynamiques, va modifier les dimensions de l'ensemble d'un corps organisé qui est le cœur et l'origine, on va dire, du système cardiovasculaire, c'est-à-dire essentiellement l'origine des gros vaisseaux et chacune des parties du système cardiovasculaire. Et nous verrons que cette croissance ne se fait pas toujours sans variation de la forme. Enfin, j'essaierai d'intégrer ce que les forces hémodynamiques, qui sont liées à la fois à la pression sur les structures cardiaques, mais aussi au débit qui les traverse, comment ces forces hémodynamiques vont modeler le système cardiovasculaire et vont participer à sa morphogénèse et éventuellement à la morphogénèse de certaines malformations et comment on va pouvoir lier forme, croissance et force hémodynamique pour essayer de comprendre et peut-être de ranger dans des groupes communs certaines malformations cardiaques. Bien sûr, si je discute de forme et de croissance, je ne peux pas le faire sans m'inspirer très fortement du livre du professeur Darcy Thompson, qui je vous conseille de lire, Of Forms and Growth, qui est un livre magnifique. Et je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas pris une ride, mais en tout cas, sa beauté, comme celle de certains livres et de certaines œuvres d'art, n'est pas démodée. Voici un rossignol au printemps, avec les plumes qui sont proches du corps et qui chante dans les jardins. Il chantera aussi l'hiver, et comme vous le voyez pendant l'hiver, il a changé de forme. Il a l'air plus dodu, mais ce n'est pas le cas. Il ne s'est pas engraissé pour l'hiver, son poids est identique à celui qu'il a au printemps. Il a juste ébouriffé ses plumes, il a changé de forme pour s'adapter à son environnement. Ou plutôt, son environnement l'a contraint à changer de forme, et nous verrons ça de façon assez fréquente dans les malformations cardiaques ou dans le développement du cœur normal. L'exemple classique en physiologie de la force qui va changer la forme, c'est celui du signal qui va conduire à l'hypertrophie. Et vous voyez ici que pour obtenir les muscles d'Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare, il a fallu que le muscle perçoive un signal qui a été transmis par différents appareils, le groupe des protéines desmosomales ou le fascia adhérens, jusqu'au noyau. Et cette transmission, donc, qui part d'une sensation mécanique au départ, et donc va conduire à une mécanotransduction, c'est-à-dire à une cascade intracytoplasmique qui va modifier l'activation d'un certain nombre de gènes et produire de l'hypertrophie ou de la croissance en fonction du fait qu'on est un sportif de salle de musculation ou un cœur fœtal en développement. Et c'est donc le lien entre la force qui s'applique à la cellule myocardique, son changement de forme vers l'hypertrophie et éventuellement sa croissance à différents moments de la vie. Pour illustrer l'exemple de l'hémodynamique qui influence la morphogénèse cardiaque, je prends celui de la renoncule d'eau qui a deux types de feuilles. Le premier indiqué par la flèche rouge qui a une forme de branche d'arbre ou d'ânette, et celui indiqué par la flèche bleue qui sont des feuilles d'aspect un peu plus classique. Et nous verrons que la morphologie de ces deux types de feuilles est influencée par des forces extérieures. Vous voyez sur cette image des renoncules d'eau qui sont dans le courant de la rivière, et les feuilles situées sous la surface ont la morphologie en lanière ou en feuilles d'ânette, et ceci est modelé par le courant de la rivière, alors que quand le flot est plus calme,
eh bien, les feuilles sont plus en surface et elles sont étalées, elles ont une morphologie qui pourrait se rapprocher de celle des feuilles de nénuphar. Et donc on voit bien dans cette plante que la morphologie de ces feuilles est dépendante de forces extrinsèques, en l'occurrence le courant de la rivière et la position de la feuille par rapport à la surface. Comment cela s'applique-t-il au cœur? Eh bien, cela a été décrit par Abraham Rudolph, qui est un grand professeur de physiologie et de cardiologie pédiatrique aux États-Unis, et vous le voyez ici en train d'enseigner quelques années plus tard. Et c'est lui qui a en grande partie décrit le rôle de l'hémodynamique, du débit sanguin fœtal combiné, de la pression et de l'oxygène dans le développement des structures cardiaques et en particulier dans les malformations cardiaques. Et mon maître, le professeur Daniel Sidi, a été son élève et j'ai eu l'honneur d'être l'élève de Daniel Sidi qui m'a transmis son savoir et j'espère que je vais être capable de vous l'expliquer ici pour discuter justement de morphologie et classification des malformations cardiaques. Venons-en en fait avec ces schémas qui sont d'Abraham Rudolph et qui montrent la répartition du débit sanguin fœtal combiné en pourcentage sur la gauche et puis ces variations ainsi que les variations de saturation ou de pression en fonction d'anomalies morphologiques et qui vont être responsables au cours de la croissance des cardiopathies congénitales qu'on observera chez le nouveau-né. Alors, quelles sont les conséquences développementales des anomalies de répartition du débit sanguin fœtal combiné? Voyons d'abord cette répartition normale. Et on commence par ce qui arrive dans l'oreillette droite avec 21% depuis la veine cave supérieure, 3% depuis le sinus coronaire, 69% depuis la veine cave inférieure qui se réunissent pour donner 93% dans l'oreillette droite qui va aller pour 66% dans le ventricule droit, 27% au travers du foramen ovale qui additionné aux 7% qui viennent des veines pulmonaires va donner 34% dans le ventricule gauche. Et si on regarde maintenant la suite, 66% dans l'artère pulmonaire, 7% dans les poumons très vasoconstrictés, 59% dans le canal artériel et à gauche, 3% pour les coronaires, 31% pour l'aorte ascendante, 21% pour la partie supérieure du corps et le cerveau. Il reste 10% dans l'isthme qui, réunis aux 59% du canal artériel, vont donner les 69% de l'aorte thoracique descendante. Ce qui nous intéresse, ce sont les 10% de l'isthme. L'asymétrie entre la gauche et la droite est physiologique au cours du 3e trimestre et elle se traduit sur cette échographie cardiaque fœtale normale par une disproportion évidente entre le volume du ventricule gauche et le volume du ventricule droit, confirmant qu'une cavité cardiaque, un orifice valvulaire ou un vaisseau se développe au prorata de la proportion du débit sanguin fœtal combiné qui les traverse pendant la vie fœtale. C'est la même idée sur cette coupe des gros vaisseaux où on voit bien que l'artère pulmonaire AP est aussi grosse, voire plus grosse que l'aorte thoracique descendante, que le canal artériel est ouvert et que l'isthme aortique est une structure de petite taille. Et vous vous souvenez que la disproportion était importante puisque l'isthme aortique ne recevait que 10% du débit sanguin fœtal combiné et porte donc bien son nom d'une zone plus étroite entre des structures adjacentes qui sont plus vastes. L'exemple le plus caractéristique que l'on peut montrer de la création d'une malformation cardiaque à partir d'un simple calcul est celui de déséquilibre accentué de la répartition du débit sanguin fœtal combiné entre la gauche et la droite, avec ici 28% au lieu de 34% dans le ventricule gauche, donc seulement 6% de moins, qui va conduire par voie de conséquence à 6% de moins dans l'isthme aortique, qui au lieu de recevoir 10% du sang va n'en recevoir que 4%, et n'en recevant que 4% va être franchement plus petit, ce qui fera le lit de la coarctation néonatale. On voit bien ici le lien entre les forces hémodynamiques et la morphogénèse qui crée une cardiopathie congénitale dans la période périnatale. À nouveau, pour illustrer ce sujet, vous voyez sur ce scanner l'aorte qui, une fois qu'elle a donné les vaisseaux à destinée encéphalique, a un calibre nettement plus petit et se termine par une coarctation serrée, l'aorte horizontale étant nettement plus petite que le très gros canal artériel que vous voyez qui se poursuit par l'aorte thoracique descendante. La question, c'est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a 28% dans le ventricule gauche au lieu d'avoir 34% comme précédemment? Et c'est ce qui fait tout le raisonnement d'une assez grande complexité pour lier
certaines malformations les unes avec les autres, et c'est ce qu'on appelle le groupe des cardiopathies obstructives du cœur gauche. Et on verra que ce groupe est éventuellement discutable dans certains aspects, mais en tout cas il est communément admis. Je vous montre ici ce qu'on appelle le syndrome de Shawn, avec l'idée que le ventricule gauche s'est moins rempli, peut-être parce que il y avait un obstacle sur la valve mitrale qui créait cette accentuation de la symétrie gauche-droite, ou bien un obstacle à l'éjection du cœur gauche qui, pour des raisons de modification du comportement diastolique du ventricule gauche, gênait son remplissage et par voie de conséquence entraînait la coarctation de l'aorte. Le raisonnement qui va lier ces différentes anomalies est d'une grande complexité puisqu'il considère qu'il y a eu un événement au cours de la morphogénèse qui a altéré le développement de la valve mitrale, qui était un petit peu rétrécie, par exemple par une membrane, que le ventricule gauche s'est moins rempli, que la voie sous-aortique est devenue plus étroite, qu'il s'y est développé une membrane qui a créé un obstacle aortique qui, même s'il est modéré, a altéré la compliance du ventricule gauche et son remplissage diastolique, ce qui a, dans une sorte de cercle vicieux, majoré la symétrie ventriculaire naturelle liée à l'organisation myofibrillaire différente entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Cette organisation myofibrillaire étant à l'origine des propriétés intrinsèques en diastole des ventricules et déterminant leur volume télédiastolique et télésystolique si on considère éventuellement la performance myocardique en télésystole. Bon, tout ceci est d'une grande complexité pour dire que, en gros, quand il y a des coarctations, il faut regarder la valve aortique et la valve mitrale. Ce raisonnement se tient, mais on va voir s'il se tient avec tous les points de vue. Encore un petit exemple avec ici différents degrés de petit ventricule gauche pour dire qu'effectivement, plus le ventricule gauche est petit, plus la valve mitrale est petite, ou l'inverse, et plus le ventricule gauche est petit, plus la voie de sortie du ventricule gauche, c'est-à-dire l'aorte est petite jusqu'à en devenir atrétique. Et par voie de conséquence, l'aorte ascendante suit le même chemin. Donc tout ceci pour dire qu'il y a une sorte de continuum ou d'association entre les hypoplasies des structures d'entrée du ventricule gauche, la valve mitrale, du ventricule lui-même, la cavité, de la voie de sortie et de l'aorte ascendante, voire horizontale, jusqu'à ce qu'elle ait rejoint le canal artériel. Et donc il y a une cohérence entre ces différentes anomalies, ou une sorte de convergence, et qu'on peut les grouper dans le même paquet qui est celui des cardiopathies obstructives du cœur gauche. Alors il y a eu pas mal d'arguments génétiques pour penser qu'il y avait véritablement un lien entre des malformations de la valve aortique et le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche, ou les petits ventricules gauches et la coarctation. Et un des exemples, je vous le montre ici avec un arbre généalogique qui montre des patients qui ont une délétion interstitielle du chromosome 6q25.1. Et vous voyez qu'il y a des phénotypes qui vont de la bicuspidie de la valve aortique, BAV, à celui d'hypoplasie du cœur gauche. Et donc le lien était fait puisqu'il y avait des familles dans lesquelles on avait les deux anomalies associées. Et à ce moment-là, toute la discussion était de savoir pourquoi au sein d'une même famille on avait cette variabilité intrafamiliale, et on en discutera peut-être un petit peu plus tard, mais je vous montre tout de suite un exemple. Cet exemple, je vous le donne tout de suite, c'est celui de la mucoviscidose que vous connaissez tous, et on sait que dans la mucoviscidose, quand on a au moins un des deux allèles du gène CFTR qui fonctionne normalement, en violet, on n'a pas la mucoviscidose, et quand on a deux allèles mutés dans cette maladie à transmission autosomique récessive, le phénotype est d'autant plus marqué que l'activité résiduelle est réduite ou nulle pour l'allèle muté. Et donc quand on en a deux avec une activité nulle, on a les formes les plus sévères, alors qu'on a les formes les plus atténuées quand on a deux mutations qui permettent une activité résiduelle. Et donc on voit déjà ici que l'aspect de dosage génique est éventuellement influencé par des facteurs d'environnement génomique pour l'individu, va influencer son phénotype, ce qui ne change rien à l'idée qu'on puisse grouper ces malformations dans un même groupe, mais on va voir que ce n'est pas la seule limite. La limite, je veux vous la faire toucher du doigt ici, puisque ce dont nous avons discuté là, c'est l'idée que, en gros, certaines malformations pourraient être cohérentes parce qu'elles se succèdent les unes les autres. Par exemple, si j'ai un rétrécissement mitral,
eh bien, je pourrais peut-être le regrouper avec une bicuspidie aortique sténosante et puis une coarctation. Et autrement dit, si j'observe une forme familiale dans laquelle il y a ces 3 malformations chez 3 individus différents, eh bien, on peut penser qu'elles ont une cohérence développementale et pourquoi pas une cohérence génétique. Je pense que je vous ai donné un certain nombre d'arguments pour cela. Et donc, bien sûr, c'est ce qui a fait le lit des travaux de génétique moléculaire dans le domaine des cardiopathies congénitales. Et je vous montre ici un exemple qui est celui de la recherche des mutations dans le gène Notch1. Et vous voyez que ce sont des cardiopathies obstructives du cœur gauche, sauf qu'il y a des intrus. Il y a des intrus puisqu'il y a une TOF, TOF ça veut dire Tetralogy of Fallot, et un DORV, c'est un Double Outlet Right Ventricle. Et pourtant, ces individus portent les mutations et la même mutation familiale que celle qui a donné les insuffisances aortiques, les bicuspidies calcifiées ou éventuellement chez certains patients des maladies de la valve mitrale. Donc la cohérence s'arrête à un endroit et c'est là toute la difficulté à obtenir une classification des malformations cardiaques qui soit fondée sur des considérations uniquement de force et de développement de la forme en fonction de l'hémodynamique, et des classifications qui soient fondées exclusivement sur l'idée d'une base génétique aux malformations cardiaques. Et donc on verra dans les semaines qui viennent comment est-ce qu'on peut essayer de débrouiller tout ça, plutôt sur le mode de la conversation que sur le mode d'un cours